Trouver des stratégies pour donner un nouveau souffle aux industries burkinabè et encourager la consommation locale. C'est à cet exercice que se soumettent les acteurs du commerce et de l'industrie. Depuis ce matin, ils sont en conclave à Ouagadougou. L'ouverture des travaux à suivre dans quelques instants. Dans l'actualité également, la coalition contre la vie chère de la ville de Ouagadougou dénonce la cherté des produits de grande consommation. Elle ajoute que les conditions de vie des populations se dégradent chaque jour et demande une réaction du gouvernement. La teneur de la conférence de presse à suivre dans quelques minutes. Dans ce 20h, nous parlerons du choix des filières de formation, un choix souvent difficile pour les élèves qui ne maîtrisent pas le processus de l'orientation scolaire. Des acteurs du système éducatif se forment dans le but d'accompagner les élèves dans le choix de leur filière d'études. Et dans l'actualité à l'étranger, l'affaire Alexei Navalny fait la une des médias. Après les révélations faites par l'Allemagne sur l'empoisonnement de l'opposant russe, l'Union européenne demande à Kremlin de mener une enquête urgente et transparente. Bonsoir, merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal au palais de Kosiam. La communauté scientifique de l'université Norbert Zongo de Koudougou a été reçue ce jeudi par le président du Faso. Au menu de l'audience, le point de la recherche, notamment celle portant sur la construction de satellites burkinabè. Les scientifiques disent être déterminés à doter le Burkina Faso de son propre satellite dans l'espace. Détail avec Nongba Kouda et Vincent Tchendrebugo. Le géophysicien, professeur Frédéric Ouattara et son équipe de chercheurs au palais de Kosiam cet après-midi. Avec le président du Faso, il est principalement question du projet de satellite burkinabè, Burkinasat 1. Il nous a affirmé qu'il accompagne le projet jusqu'au bout et montré combien le Burkina Faso, ce pays-là, qui d'aucuns penseront qu'il est très pauvre pour faire du satellite, de l'espace, s'est engagé résolument vers le spatial. La première phase est achevée entièrement. La seconde phase viendra pour que ceux qui sont encore dubitatifs, qui ne croient pas, puissent devenir, pour croire et comprendre qu'en fait, ce n'est plus seulement un rêve, mais c'est une réalité qui arrive. La communauté universitaire de l'université Norbert Zongo que forme cette équipe est accompagnée chez le président du Faso par le ministre de la Recherche scientifique, grand soutien du professeur Ouattara dans le plaidoyer pour les ressources nécessaires à la construction du satellite. Les premiers résultats convainquent le chef de l'État. Après avoir montré tous les intérêts qu'il y a à aller à la conquête de l'espace, nous avons évidemment eu quelques doléances pour lesquelles nous avons eu une oreille très attentive. Et donc nous pensons que très rapidement, le président du Faso va nous accompagner avec les ressources qu'il faut afin qu'on puisse concrétiser ce qui était le rêve de tout un peuple, pour vous dire qu'on peut prendre rendez-vous certainement d'ici 2021 pour que les autres étapes s'enchaînent et qu'effectivement nous puissions rendre notre peuple encore plus fier de la recherche scientifique burkinabé à travers donc le lancement du satellite. 2021, pour voir la seconde étape du projet, le compte à rebours semble alors lancé pour la mise en orbite de Burkinasat 1. Dans l'actualité ce soir, commerçants et industriels burkinabè cherchent les moyens de lever les goulots d'étranglement qui sapent à la consommation des produits locaux. Et c'est à l'occasion de la première édition du conclave national sur l'industrie et le commerce. La concertation a débuté ce matin à Ouagadougou et c'est le chef du gouvernement qui a présidé l'ouverture des travaux. Nongba Kouda et Omar Zombri. Industriels, commerçants et décideurs politiques sont ici en conclave avec un seul objectif, booster l'économie nationale à travers la création et la consolidation des liens entre producteurs et vendeurs. Placé sous le thème Industrie et commerce, quelle synergie pour l'émergence de l'économie du Burkina Faso, cette rencontre, qui est une première du genre, se veut un cadre de dialogue franc. Ce dialogue est important parce que si les industriels et les acteurs du commerce ne s'expliquent pas, ne s'entendent pas, ne comprennent pas pourquoi il faut travailler ensemble, créer la synergie, eh bien, les uns vont produire, les autres ne vont pas commercialiser et forcément nous allons arriver à des crises que nous avons déjà connues
qui ont conduit à la fermeture d'un certain nombre d'industries dans notre pays et qui ont conduit le gouvernement à prendre ses responsabilités par rapport à la distribution et à l'écoulement des produits de notre secteur industriel. Pour les premiers acteurs du monde économique, ce conclave est à saluer. Le dialogue est un pas incontournable, mais pour s'entendre, pour être dans la bonne dynamique et puis mobiliser les synergies dans un même sens. Et après des rencontres, nous très engagés qu'on va prendre des produits des locaux qui sont transformés ici, on va consommer ici. Faisant d'une pierre deux coups, 3 conventions de financement ont été signées au cours de cette rencontre entre le gouvernement et des entreprises pharmaceutiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Dans l'actualité également, la Chine et le Burkina Faso passent en revue les différents domaines de leur coopération. Ces domaines vont de l'agriculture à la formation professionnelle en passant par l'éducation et la santé. Ce jeudi, l'ambassadeur de Chine et le ministre des Affaires étrangères ont échangé par visioconférence avec le vice-président de l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement. Le point avec Ismaël Ladiloma Sirima. Connexion établie entre Ouagadougou et Pékin pour un entretien sur la coopération sino-burkinabé. D'un côté, Alpha Bari est l'ambassadeur de la République populaire de Chine et à plus de 11 000 km, le vice-président de l'Agence chinoise de la coopération internationale. Pendant 1 heure d'horloge, les interlocuteurs ont parlé de l'engagement de la Chine dans le domaine de l'énergie, de l'eau potable et aussi dans le processus de normalisation des écoles sous Payotte. En 2 ans, rapidement, je peux vous parler de l'agriculture où on a enregistré des résultats, des progrès. On peut parler du domaine de la formation dans les 2 sens, c'est-à-dire la formation au niveau de la Chine avec nos étudiants, mais la formation ici aussi au niveau du ministère de la Jeunesse. Je peux vous parler de la santé. La coopération sino-burkinabé touche aussi le domaine de la sécurité. À ce niveau, en plus des gestes faits à l'endroit du G5 Sahel, le pays de Mao prévoit d'autres types de soutien. On va aussi aborder notre expérience, des expertises dans la formation et peut-être on va aussi essayer de discuter de possibilités d'échanges personnels. Voilà, je pense que là, le plus important, la Chine comme le membre permanent du Conseil de l'ONU, la Chine, c'est toujours prendre notre initiative, de déclarer notre position très très ferme à côté de G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Au cours de cette rencontre, la Chine a réaffirmé sa volonté de doter la ville de Bobo-Dioulasso d'un hôpital de référence. À ce propos, Alpha Bari soutient que tout est fin prêt sans pour autant donner une date précise pour le début des travaux. Le Burkina Faso va bientôt disposer d'un plan national de contingence à des situations de crise au niveau de ses frontières. Un projet de plan est élaboré et il est en cours de validation à l'occasion d'un atelier qui se tient à Ouagadougou. Et dans sa politique de gestion des crises aux frontières, le Burkina Faso bénéficie de l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations. Jean-Eudes Bayala et Maïmouna Traouri. Le Burkina Faso se dote d'un référentiel en matière de prévention et de gestion des crises aux frontières. Il s'agit du plan national de contingence des situations de crise aux frontières élaboré avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations. Jusque-là, les acteurs chargés de la gestion des crises migratoires et humanitaires font face à d'énormes difficultés faute d'un document de référence. Notre pays accueille des demandeurs d'asile, notre pays accueille des retournés, mais au regard de l'insécurité grandissante, nous avons également des déplacés internes. Et face à ces différentes situations de crise, il s'avère nécessaire de travailler à une meilleure préparation des acteurs pour pouvoir mieux analyser ces situations, trouver les solutions qu'il faut pour permettre les différentes interventions. Et le plan national de contingence vise d'abord à préparer une meilleure préparation des acteurs, mais également à faciliter l'intervention des différents acteurs pour travailler à une meilleure action humanitaire, mais également à une meilleure résilience des populations face aux différentes situations de crise qui affectent aussi bien notre pays que les autres pays de la sous-région.
Le projet de plan de contingence est élaboré à la suite d'ateliers et d'exercices de simulation sur le terrain qui ont permis de tirer les bonnes pratiques. Il s'agit ici pour les participants à cette rencontre d'échanger sur le projet et de faire des amendements. Le document sera ensuite transmis au Conseil des ministres. Le document adopté sera l'outil national stratégique pour la gestion des crises aux frontières. Le programme de développement des économies locales va désormais au-delà de la réalisation des infrastructures marchandes. Il fait également dans la formation des comités de gestion de ces infrastructures. Et c'est ce qui se passe à Bané, dans le centre-est, où le PADEL forme les gestionnaires des marchés à bétail construits dans la localité. Hassan Gebré et Tanga Kafando. Ce marché à bétail de Bané dans le centre-est, construit par le PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales, va bientôt s'ouvrir et les membres du comité de gestion apprennent les rudiments de la gestion de l'ouvrage. Une formation organisée par la composante 1 du projet, la transformation et la modernisation de l'économie informelle. Un module d'entrée pour expliquer un peu le travail qui les est confié, les tâches de chaque responsable, comment il doit travailler dans l'unité. Mais de manière spécifique, il y aura par la suite des formations spécialisées pour que chaque élément à son poste puisse faire bien le travail. Bon, peut-être que les gestionnaires du marché ne sont pas tous dans le COSEL, on ne sait pas. Il y aura peut-être des formations pour ceux-là, ceux qui par exemple collectent les ressources, qu'ils puissent tenir un cahier, ce qui permettra de rendre transparente la gestion du marché. Avant, on travaillait de façon informelle. Donc, cette formation va nous permettre de connaître beaucoup de choses sur la gestion afin de rentabiliser les parts. L'organisation et le fonctionnement du comité de gestion et les autres instances de gestion de l'infrastructure, la gestion marchande et la gestion durable, tels sont entre autres modules qui seront enseignés aux participants. À la fin de la formation, les membres du COGES, au nombre de 7, devraient avoir une même vision stratégique pour l'atteinte des objectifs. D'une formation à une autre, celle-ci est organisée au profit des agents du Conseil national pour la protection sociale et les secrétaires du Premier ministère. La formation qui s'est achevée hier à Bobo-Dioulasso a porté sur le dialogue social et le management des organisations publiques. La finalité, c'est de parvenir à une bonne gestion des conflits dans l'administration. Mané Kayen et Karim Sissi. Cette cérémonie marque la fin de la formation des agents du secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale et des secrétaires des services centraux de la primature. Une formation qui leur a permis d'avoir des rudiments nécessaires pour non seulement prévenir, mais également résoudre les conflits dans l'administration. Nous sortons ragaillardi et nous croyons que la mise en pratique des différents conseils que les consultants nous ont donnés vont nous permettre d'être efficaces et efficients dans notre travail quotidien au niveau des administrations publiques. Dialogue social et management des organisations publiques, c'est le thème central de la présente formation. Et pour permettre aux participants de mieux cerner cette thématique, la formation a été structurée en 3 modules. Le premier module qui a porté sur la protection sociale. Vous savez, nous sommes en société, il faut donc mettre des mécanismes pour se venir en aide. Ensuite, le deuxième module a porté sur le leadership, qui est donc aussi un thème d'actualité où il faut quand même avoir un leader, quelqu'un pour booster, pour pousser, pour orienter et guider la masse. Et donc, le troisième module qui a porté sur le dialogue social. Et qui dit dialogue social dit conflit. Il y a des conflits. Donc, il faut se retrouver pour, n'est-ce pas, débattre. Il faut se retrouver autour de la table pour dialoguer. Quel que soit le rôle qu'on joue, bien la place qu'on occupe, les conflits existent et les dialogues sociaux et le management des organisations publiques doivent non seulement permettre de prévenir les conflits et au cas où ils arrivaient, de pouvoir les résoudre. Les connaissances acquises de cette formation de Bobo-Dioulasso sont donc d'un apport capital pour les participants. D'autant plus que leur structure occupe une place prépondérante dans la coordination et le suivi et évaluation des actions menées par la primature.
Retour à Ouagadougou pour d'autres points de l'actualité. La section Ouagadougou de la coalition contre la vie chère dénonce la cherté des produits de grande consommation et la dégradation des conditions de vie des populations. Elle interpelle le gouvernement sur la nécessité d'agir pour changer cette situation. Message lancé ce 3 septembre au cours d'une conférence de presse. Amadou Ilboudo et Sébastien Zongo. La coordination des coalitions contre la vie chère de la ville de Ouagadougou présente une situation nationale marquée par une crise économique, politique et sociale. Elle dénonce la récente augmentation de 5 francs CFA sur le prix du carburant à la pompe et le renchérissement des prix d'autres produits de grande consommation. Le plat de maïs communément appelé Yoruba est passé de 550 francs CFA à 650 francs CFA. Celui du sorgho qui coûtait précédemment 500 francs est devenu 550 francs CFA. Le haricot qui coûtait 800 francs CFA coûte ces temps-ci 950 francs CFA. Enfin, le sac de riz de 50 kg passe de 8500 francs CFA à 21 000 francs CFA. La coordination signale également une mise en œuvre approximative et partisane des mesures sociales de gestion de la pandémie du coronavirus. Elle note la fermeture ou l'inexistence des boutiques témoins dans plusieurs quartiers de la capitale. La fédération des CCVC de la ville dénonce la démission du pouvoir et alliée face à la baisse du pouvoir d'achat des populations, la montée du terrorisme et des conflits intercommunautaires, le bradage du foncier rural et urbain par les sociétés immobilières. La coordination des coalitions contre la vie chère de Ouagadougou invite le gouvernement à prendre des mesures pour l'amélioration des conditions de vie et les populations à s'organiser au sein des CCVC locales pour la prise en compte de leurs préoccupations. Un mot sur la situation de la campagne agricole humide dans la région du Centre. La dite campagne présente une physionomie qui augure de bonnes récoltes avec une production régionale pouvant atteindre 200 000 tonnes. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles a visité quelques champs à Komki-Ipala et à Tangendasouri. Le point avec Amadou Ilboudo et Ernest Akambiri. La région du Centre, une région consommatrice mais aussi productrice dans sa partie périurbaine. Sous la pluie, le ministre de l'Agriculture est à la rencontre des producteurs. Dans ce bas-fond rizicole de Tintoulou, dans la commune rurale de Konki-Ipala, 320 producteurs exploitent sur 30 hectares du riz la variété FKR 19 en coopérative pour une marge brute annuelle de près de 12 millions de francs CFA. Chaque année, depuis 2007, nous produisons et nous faisons de bonnes affaires en matière de vente de riz pendant les récoltes. El Hadj Lamine Zongo est producteur modèle établi ici à Koudéré, dans la commune de Tangendasouri, à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Sa particularité, il fait de l'agriculture et de l'élevage, et surtout se démarque ici par le respect des itinéraires techniques et l'application de la fumée organique, en témoigne l'état végétatif de ses cultures. Pour l'instant, je fais le travail seul. Je n'ai pas d'ouvrier pour me soutenir. C'est la difficulté par ici. La particularité, c'est le système d'irrigation qu'il a installé avec ses propres initiatives et innovations qui nous a amené à envoyer le ministre ce matin ici. Dans cette parcelle de démonstration, l'utilisation du Burkina phosphate est en expérimentation dans la culture du sorgho, variété Capel Gaï du maïs. Nous sommes en essai pour le Burkina phosphate. Si l'expérience est concluante, nous allons l'adopter. Le Burkina phosphate, c'est un amendement qui est conseillé aux producteurs lorsqu'ils veulent en tout cas commencer le labour. Il doit être appliqué soit directement, soit associé avec la fumée organique. Donc c'est ce qu'a fait le producteur au niveau en tout cas des champs de démonstration. La gestion localisée de l'eau comme ici dans cette ferme, l'utilisation des semences améliorées et des technologies innovantes, autant d'outils de production qui permettent à la région du Centre d'envisager pour cette campagne un objectif de l'ordre de 200 000 tonnes de céréales. Nous pouvons dire qu'au niveau de la région du Centre, les cultures se portent bien, mais nous pouvons relativer parce qu'il faut qu'il y ait quand même des pluies, encore des pluies, jusqu'en octobre, pour que nous puissions avoir de bonnes récoltes. Nous voulons également dire que dans cette région, on a constaté que les producteurs font davantage la production de légumes. Qu'à cela ne tienne, la région agricole du Centre
est soumise à une forte pression foncière et les acteurs soulignent la nécessité de la sécurisation des terres pour le développement de l'agriculture périurbaine. Et c'est le cas de ces acteurs membres de la plateforme d'innovation sur le Niébé qui multiplie les efforts pour transformer cette légumineuse en divers produits dérivés fortement appréciés par les visiteurs du jour. Le choix des filières de formation, voici ce qui n'est pas toujours évident pour les élèves. Ils pourront désormais compter sur les acteurs du monde éducatif formés pour assister les élèves dans le choix des études et même de la profession. Mais pour l'instant, ces acteurs du système éducatif burkinabé suivent une formation sur l'orientation scolaire des élèves. Adama Giti et Maïmouna Traouri. C'est une rencontre à l'initiative de la direction de l'information, de l'orientation scolaire, professionnelle et des bourses pour faire l'état des lieux de l'information et de l'orientation scolaire au Burkina Faso, échanger sur les difficultés rencontrées et les actions à entreprendre pour améliorer l'efficacité du système d'orientation. Les participants sont des directeurs et chefs de service du ministère en charge de l'éducation, des chefs d'établissement et des responsables d'organisations de la société civile. Il était important justement que nous puissions donc travailler à avoir une direction qui se charge de l'information. Informer les élèves, informer les parents d'élèves, informer donc les populations sur les formations qui existent, celles à venir éventuellement, les débouchés et la pertinence de ces formations afin d'aider les élèves à être bien orientés pour que nous puissions résoudre ce défi-là du chômage donc des jeunes. Il est attendu des participants des propositions de dispositifs de communication à même d'assurer l'accès de tous à l'information. Leurs recommandations seront prises en compte pour améliorer le dispositif d'information et d'orientation scolaire au Burkina Faso. Et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire et à la littérature, le député Maxime Lombo-Sakone vous présente son nouvel ouvrage, Chronique sécuritaire 2019 au Burkina Faso. C'est le titre de cette œuvre littéraire qui rappelle les dates clés des attaques armées perpétrées au Burkina Faso. Et l'auteur de se demander par qui et pourquoi le Burkina Faso est-il attaqué. La présentation de l'ouvrage est intervenue ce jeudi à Ouagadougou. Roger Kam et Fousseni Kindo. Dans son ouvrage, Maxime Kone répertorie les dates clés des attaques terroristes au Burkina Faso en 2019. Ensuite, il analyse les groupes terroristes qui sévissent au Burkina et dans la sous-région. Dans son livre, l'auteur pose des interrogations et tente de donner des réponses. Qui nous attaque? Pourquoi sommes-nous attaqués? Comment réagir? En somme, il donne des pistes de solutions pour circonscrire le phénomène terroriste. Je suis allé loin en disant qu'il faut la promotion de l'état de droit et aussi la promotion de la bonne gouvernance, parce que l'état de droit, c'est vraiment le pilier de la stabilité, parce que l'état de droit a des propres mécanismes internes pour désamorcer les crises. Quand on a l'arbitraire, ça amène des frustrations et ça peut déboucher sur des situations difficiles. Si on a aussi la mauvaise gouvernance, ça peut être source de division interne. L'un des mérites de Maxime Kone à travers son ouvrage, c'est d'avoir produit un ouvrage à la fois savant et de vulgarisation sur les questions sécuritaires, une décomplexification du sujet qui n'a pas échappé au préfacier du livre. Je constate que effectivement, les questions de sécurité nationale ne sont pas assez discutées et surtout pas assez connues, puisque certains pensent que c'est des questions qui doivent être mises sous le sceau du secret de défense, ce qui n'est pas vrai. Voilà, parce que la sécurité nationale, c'est la sécurité de tous. Et donc, on doit tous s'y intéresser. Donc, tous ceux qui ont une contribution à la matière sont les bienvenus et le secrétariat général de la Défense nationale est là pour les soutenir et les appuyer. La littérature étant une œuvre de l'esprit qui s'adresse à une autre intelligence, pour paraphraser un critique littéraire, ce livre de Maxime Kone s'adresse à l'intelligence de chacun de nous en ce qu'il propose des solutions à la crise sécuritaire qui menace l'unité nationale. Dans l'actualité également, Bobo Dioulasso se prépare à abriter l'un de ses grands événements culturels. Il s'agit de Fitini Show, un événement qui se tiendra cette année autour d'un thème sur la culture de la paix et la cohésion sociale. L'édition 2020 connaîtra quelques modifications selon les informations données par les organisateurs de Fitini Show. Le point de la conférence de presse avec Kassou Milogo, Siriki Milogo et Karim Sissi.
de 1 million de francs CFA les éditions précédentes, les primes des vainqueurs de la 21e édition de Fitini Show passent à 500 000 francs. L'information est livrée ici par le comité d'organisation. Et cette édition se tient en 3 manches, dont 2 demi-finales et la finale, contexte Covid-19 oblige. C'est un Fitini Show exceptionnel qui va se passer dans des conditions exceptionnelles au regard de la pandémie du Covid-19. C'est un Fitini Show qui est très short, très court, sur 2 semaines, qui va se passer en 2 demi-finales et une finale. Fitini Show est une manifestation culturelle qui draine du beau monde ici à Bobo-Dioulasso. Et compte tenu de la pandémie, les promoteurs rassurent, des mesures exceptionnelles sont prévues. Donc, comme vous l'avez vu, si vous avez suivi tous nos spots et nos affiches, on dit que les mesures barrières seront respectées. C'est-à-dire qu'il y aura le port de masque obligatoire et nous allons mettre des dispositifs de lavage de mains à la porte, mais aussi l'utilisation des gels hydroalcooliques. Tout comme les années précédentes, playback, ballet et défilé sont entre autres les disciplines en compétition. L'édition de 2020 de Fitini Show est qualifiée d'édition de résilience, d'où le thème enfance, culture de la paix et de la cohésion sociale. Il y a aussi les questions de conflits, de difficultés des déplacés. Il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées. On est vraiment dans une situation de crise, il faut vraiment le reconnaître. Et quand nous sommes dans ce genre de situation, c'est les enfants qui en pâtissent le plus, c'est-à-dire sont les couches les plus vulnérables, qui sont le plus touchés, les enfants, les femmes, etc. Donc pour nous, quand on parle de culture, enfance, culture de la paix et de la cohésion sociale, c'est-à-dire si nous arrivons à créer les conditions de la paix et les conditions de la cohésion sociale, il va forcément dire, sans dire que c'est les enfants qui sont les plus bénéficiaires. La finale de Fitini Show aura lieu le 20 septembre 2020. Mais en attendant, les petits plats sont mis dans les grands pour la manche d'ouverture prévue le 6 septembre au Théâtre de l'Amitié de Bobo-Dioulasso. Actualité à l'étranger, une enquête à la fois urgente et transparente. C'est ce que demande l'Union européenne à la Russie à propos de l'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny. L'Allemagne confirme l'hypothèse de l'empoisonnement, une allégation démentie par la Russie. L'Union européenne a exhorté la Russie à mener une enquête complète et transparente après les révélations de l'Allemagne sur l'empoisonnement au Novichok d'Alexei Navalny. L'opposant politique de Vladimir Poutine a bien été empoisonné avec le même agent neurotoxique employé pour tenter d'assassiner l'ex-agent double russe Sergei Skripal en mars 2018 en Angleterre. Navalny a été victime d'un crime destiné à le réduire au silence, pour reprendre les mots d'Angela Merkel. La chancelière allemande a informé ses partenaires de l'Union européenne et de l'OTAN des résultats des tests afin de travailler sur une réaction commune appropriée. Tous ont condamné l'utilisation de cet agent neurotoxique de type militaire. Navalny a été transféré à Berlin après être tombé malade lors d'un vol en Sibérie le mois dernier et reste dans le coma. Son équipe assure qu'il a été empoisonné sur ordre du président russe. Dès la première minute où j'ai entendu parler de ce qui est arrivé à Alexei Navalny, je n'ai eu aucun doute sur le fait qu'il s'agissait d'une attaque délibérée contre quelqu'un qui est aujourd'hui le plus efficace, le plus éminent, franchement le plus dangereux adversaire politique du régime poutinien. Le Kremlin a rejeté ces allégations. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, s'est plainte qu'elle n'était pas étayée par des preuves. Pour l'instant, la partie russe n'a pas reçu un seul document sur cette affaire. Les demandes du ministère public qui ont été envoyées plus tôt ou celles des médecins russes n'ont pas été honorées et nous n'avons reçu aucun détail sur la déclaration faite par la partie allemande aujourd'hui. Zéro, rien. À 44 ans, Alexei Navalny est dans un état grave, sous assistance respiratoire, selon le communiqué de l'hôpital berlinois de la Charité. Le Kremlin a précédemment rejeté l'idée selon laquelle Navalny aurait été empoisonné par les autorités russes. Du bruit vide pour Moscou. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. L'actualité vous revient à l'édition de 23h présentée par Amandine Lalsaga. Merci de votre fidélité à la RTV.